Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie du Monde en 7. Nous évoquons largement le Togo, la campagne électorale qui a débuté déjà jeudi dernier. Le scrutin, le premier tour étant fixé au 22 février. Nous avons sur ce plateau deux représentants des forces en présence de cette élection du 22 février. Et je précise encore le professeur Pierre Koumawala, secrétaire national représentant ici le parti ADI du candidat à cette élection, Aimé Gougué. Tout à fait. Et on a également l'ambassadeur qui est avec nous sur ce plateau, Kegewe. Vous êtes également journaliste, comme on l'a dit au début. On va tous ensemble parler de cette campagne électorale qui bat son plein à l'intérieur du pays surtout. Mais à Lomé, on a l'impression que ça traîne un peu à prendre de la ferveur. Ça va prendre de la ferveur. Vous savez, nous sommes en train de boucler la troisième journée. Beaucoup de candidats ont préféré investir le Togo profond avant de revenir sur la capitale. Et à notre niveau, nous, le jeudi, on avait fait une rencontre de proximité avec la jeunesse parce que pour nous, cette campagne replace la jeunesse au centre de l'action politique parce que vous n'êtes pas sans savoir que la population togolaise est à dominante jeune et qui dit l'avenir du Togo dit la jeunesse et donc il faut véritablement engager toute cette jeunesse dans cette bataille électorale et qu'au soir du 22 février que les suffrages soient à notre avantage et pour que nous puissions mettre en œuvre le projet que nous portons pour d'abord toute la population mais particulièrement la jeunesse. Et le président sortant, Faure Gnassingbé également, du parti au pouvoir Union pour la République, a commencé également par le nord du Togo, c'était à Doufelgou. Tout a démarré hier à Doufelgou, dans la région de la Kara. Et aujourd'hui, hier, Doufelgou, il y avait la Bina, le Dankwen. Hier, aujourd'hui, il a commencé par Saint-Cassé et nous avons l'honneur et le plaisir de suivre même tous ces meetings en direct sur votre chaîne, la chaîne magazine, ce qui est un avantage certain. Ceci dit, la campagne a commencé, nous ratissons de la périphérie vers le centre. Le centre étant Lomé. On n'a pas commencé par Lomé, non pas. Oui, parce que Lomé étant plus proche dans les derniers jours, les gens sont fatigués. Il faut que les lieux de meeting soient aussi proches d'eux. Et je crois que c'est comme ça. Mais on va finir par les apothéoses à Lomé. Maintenant, nous avons commencé la campagne et comme vous l'avez dit, comme il a souligné, il y a la jeunesse. Mais heureusement pour nous, on n'a pas attendu la campagne pour parler de la jeunesse. Nous, on est attelés à cette jeunesse, à satisfaire cette jeunesse depuis des années, depuis le deuxième, troisième mandat. Et nous comptons parachever ce que nous avons commencé avec le mandat qui arrive. Parce qu'en matière de jeunesse, les besoins sont immenses. Nous sommes un pays jeune, nous sommes un pays à forte natalité. Si vous donnez satisfaction aujourd'hui à tous les jeunes qui ont 18 ans, l'année prochaine, vous retrouvez au moins 100 000 jeunes qui ont 18 ans. Donc, ce n'est pas un travail qu'on fait, on finit. C'est un travail continu. Et notre parti UNIR et le gouvernement se sont investis dans ce sens-là, faire du durable. Ce n'est pas le catalogue de promesses le jour des élections, non. Voilà. Et aujourd'hui, le parti ADI de Aimé Gougué, précis, vous passez quel message pour commencer la campagne électorale? Avant de revenir au message que nous passons, je voulais rebondir sur certains mots qui ont été évoqués par l'ambassadeur Kegewe. J'ai dit bien que nous avons voulu réaffirmer la place que nous portons, la place que nous accordons à la jeunesse togolaise. Ce n'est pas pour dire que nous venons de commencer. Nous travaillons depuis toujours avec les jeunes parce que, vous savez, les jeunes sont le fer de lance de toute économie, de toute société. Et donc, il n'y a pas d'acteur politique qui puisse travailler
de façon saccadée avec les jeunes. Non? Avec les jeunes, c'est un travail continu, mais nous constatons que les problèmes de la jeunesse perdurent malgré tous les efforts qui sont consentis, tels que l'ambassadeur l'a évoqué. Je parle le taux du chômage, vous savez, le taux du chômage. Et puis il y a un phénomène que nous devons dénoncer tous, c'est l'instrumentalisation de cette jeunesse par le pouvoir en place. Vous savez, chaque fois la jeunesse est plus ou moins présentée comme manipulée. Elle n'est pas manipulée, parce que quand on dit elle est manipulée, j'aime pas aborder dans ce sens. Je dis plutôt instrumentalisée. Vous savez, quand on exploite la faiblesse sociale d'un groupe pour pouvoir l'utiliser à une fin, c'est beaucoup plus de l'instrumentalisation que de la manipulation. Parce que beaucoup de jeunes ne sont pas manipulés, parce qu'ils y adhèrent parfois parce qu'ils n'ont pas de choix. Quand vous regardez peut-être la pluie d'annonces de concours à la veille des élections pour un mandat, pour la fin d'un mandat qui a dû être social, vous comprenez qu'il y a un problème. Maintenant, pour revenir au message que nous portons. Le message que nous portons, il est très simple. Il est structuré sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est vraiment la refondation de la nation togolaise. Parce que nous constatons que plus le temps avance, au lieu que le Togo s'assied sur un modèle républicain, un modèle social, un modèle de nation, où tous les citoyens togolais se sentent en paix, en sécurité, il y a toujours des frictions, des déchirures au sein de la société togolaise. Il y a des éléments fondamentaux sur lesquels il faut agir pour que, quand on parle de la nation togolaise, que tout le monde dise « Ah oui, nous vivons véritablement dans une nation qui protège tous ses enfants, tous ses citoyens ». Le deuxième axe, c'est le pilier économique, parce que vous savez, on ne va pas passer tout le temps à faire de la politique. Quand on parle de refondation, c'est beaucoup plus de la politique, la démocratie, la révision des textes. Mais la révision des textes, la démocratie sans l'économique ne servira pas à grand-chose. C'est pour ça que le deuxième axe concerne tous les piliers économiques, quand on prend tous les secteurs, le primaire, le secondaire, le tertiaire. Ce sont des piliers sur lesquels nous comptons travailler, et je vais dans la suite du débat revenir sur certains modèles que nous développons aussi avec les communautés à la base pour pouvoir propulser ou asseoir un modèle sociétal qui protège ou qui permette à chaque citoyen de participer à la production. Parce que nous, nous disons, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra distribuer la manne, comme nous le constatons, mais c'est tout le monde qui doit participer à la production de la richesse et participer aussi à la redistribution de cette richesse à travers ce que nous avons appelé une solidarité verticale et horizontale. Alors, on va revenir sur également les enseignements tirés de la présidentielle de 2015, également ce que vous comptez en faire pour pouvoir aujourd'hui peut-être avoir un meilleur score. Peut-être pour terminer le troisième axe, pour être plus logique et cohérent, le troisième axe, c'est la résilience sociale. Vous savez, la résilience sociale nous tient à cœur parce que quand vous traversez notre pays, vous vous rendez compte que véritablement, nos concitoyens ont du mal à être résilients. Vous savez, ceux qui sont paysans, par exemple, ils produisent pour une saison, ce qu'ils récoltent va servir juste la période jusqu'à ce qu'ils reprennent encore à produire pour la prochaine saison. Donc ça ne rend pas résilient. Les commerçantes, la même chose. Donc véritablement, il y a des éléments, des actions qu'on va poser pour aller à la résilience économique, la résilience sociale sur le plan sanitaire, sur le plan des biens de première nécessité, et puis sur le plan éducatif. Vous savez que l'éducation, c'est aujourd'hui le pilier de la fondation des États, et la Banque mondiale même met le développement du capital humain comme l'un des objectifs phares les 5 ou 10 prochaines années en matière d'investissement dans le système éducatif. Et monsieur l'ambassadeur, vous avez également écouté tout à l'heure monsieur Wella. Oui, j'ai écouté. Que vous avez une réaction. Non, naturellement, je l'ai écouté avec plaisir et je tenais tout simplement à dire que tout ce qu'il dit est vrai et ce n'est qu'une infime partie de ce que nous avons comme programme.
Et naturellement, eux, ils ne sont pas au pouvoir. Nous, on est déjà au pouvoir. Et on ne fait pas que des discours. Et ça faisait, je crois que ce qui le relève, c'est que ça faisait également partie du programme en 2015. Et aujourd'hui, quand on parle de mandat social qui est à son terme, oui. on devrait au moins avoir aujourd'hui un bilan qui puisse rassurer par rapport à ce qu'on en a fait de ce programme depuis 2015. Ah oui, qu'on a un bilan qui parle de lui. Écoutez, on ne va pas passer à une chose à l'après-vert, à un recensement de on a fait ceci, on a fait cela. Je prends un exemple. Et ça vaut le coup quand même. Si vous prenez le FNFI, avec tous les produits développés autour, parce que FNFI, c'est la base, c'est le pivot autour duquel tournent d'autres projets et d'autres programmes. Mais on vous dit qu'au moins 1 million de Togolais ont été touchés. Nous sommes des Africains. Vous savez que quand un Africain est touché, il y a au minimum 3 à 5 personnes qui sont touchées. Résultat, 1 million de Togolais touchés, ça fait 3 à 5 millions de Togolais touchés. Ça, FNFI seul. Partiellement. Mais, partiellement, directement ou indirectement. Maintenant, vous venez, on revient à la jeunesse. Mais j'ai souligné ici le caractère illimité de cette jeunesse qui monte. C'est une force pour un pays d'avoir une jeunesse qui monte. Une opportunité. Une opportunité. Donc, il faut regarder sur le long terme. Donc, quand vous voyez la politique de notre candidat, de notre président, il tient compte du long terme. Pourquoi en sommes-nous aujourd'hui arrivés au PND? Pourquoi l'agriculture est un axe essentiel de ce programme national de développement? C'est parce qu'on sait que ce sont les secteurs-là qui peuvent employer tout le monde. Aujourd'hui, naturellement, quand on est candidat aux élections, on peut promettre un bureau climatisé à 200 ou 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché. Ça, c'est une autre histoire. Nous sommes dans le pratique et non dans le théorique. Donc, notre programme de développement n'oublie aucun secteur. C'est pourquoi je dis ce qu'il a dit est juste, mais ce n'est qu'une infime partie de non seulement nous projetons faire, mais que nous faisons déjà. Voilà. Et vous avez des chiffres peut-être pour nous parler de ce taux de chômage qu'il a évoqué, qui a été réduit par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement est plus dans cette dynamique qui voudrait sensibiliser la population sur l'entrepreneuriat, surtout la population l'auto-emploi. Voilà. L'auto-emploi. Et regardez, je vous ai parlé ici des différents produits du FNFI. Je vous ai parlé du MIFA. Parce qu'on dit aux jeunes, allez au champ, produisez au champ, d'accord, mais comment on va le faire? Il faut que les banques interviennent. Et tout le système a été mis sur place pour permettre aux banques d'épauler ces jeunes qui veulent aller au champ. Si vous me demandez des taux de chômage, je ne les ai pas mathématiques à vous dire tel pourcent sont au chômage, mais nous savons que comme un pays jeune, d'ailleurs, quel pays n'a pas un taux de chômage élevé aujourd'hui? Je crois que le seul pays développé qui s'en sort, c'est peut-être les États-Unis. Et c'est pourquoi j'ai souligné ici pourquoi les Américains tiennent à Trump. Regardez la France en ébullition et beaucoup d'autres pays. Le chômage est une question fondamentale. Non, pas seulement des jeunes, des adultes aussi sont au chômage. Donc nous voulons des solutions groupées et des solutions sur le long terme. Ce ne sont pas des solutions à caractère électoraliste. Oui. Voilà. Donc nous fondons tout le travail, tous les projets du PND autour de cette jeunesse, sur différents axes où ils peuvent se retrouver. Vous avez parlé de l'éducation. C'est normal. L'éducation, jusqu'ici, elle n'a jamais manqué. Mais nous nous sommes aperçus que l'éducation, pour l'éducation, la théorie, ceci, non. On doit passer à la phase de la formation professionnelle. Donc, dans tous ces axes, nous sommes focalisés sur la formation professionnelle. On crée des lycées scientifiques, on crée des lycées techniques. Il y en a, mais on sait que c'est insuffisant et que dans les années, le mandat à venir, on doit encore mettre l'accent sur tous ces éléments-là. Maintenant... Oui, le problème, le réel problème, c'est que ça fait 15 ans que ça dure avec Faure Gnassingbé. Je n'ai rien contre le président. Vous voulez parler de l'alternance? Oui, ça fait 15 ans que ça dure avec Faure Gnassingbé et ça fait autour de... après 38 ans de feu et Adema dont nous devons respecter la mémoire en tant que Togolais. Maintenant, pour revenir, si nous avons des programmes théoriques ou concrets, oui, vous venez d'évoquer des projets comme le FNFI, le PND, le MIFA, etc. Le problème, c'est que les Togolais ne voient pas l'impact
on a l'impression que tous ces embellis macroéconomiques, et ce sont des trompe-l'œil pour les Togolais. Allez, je peux donner quelques repères. Quand on a lancé un concours pour le recrutement des enseignants, vous avez vu la masse des jeunes qui se bousculaient dans les régions, dans les inspections. Et ça a circulé sur tous les réseaux sociaux. Et ça prouve, c'est un des éléments qui démontre la précarité dans laquelle la jeunesse se trouve. Alors, avec tous les mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui, et puis la sensibilisation faite autour de l'auto-emploi, on a l'impression également que cette jeunesse togolaise traîne ou bien peine à pouvoir adhérer à cette philosophie des choses. Est-ce qu'elle peine à adhérer ou bien elle est dans l'instrumentalisation? Elle suit ce qu'on lui a donné. Vous savez aujourd'hui, tout concours qui passe, vous avez des listes. Et je me rappelle, il y a un concours où un ministre était exaspéré et avait dit, pour 1500 places, il y avait 8000 demandes d'intervention. Quand vous dites aux jeunes, pour réussir à tel concours, pour faire ci, pour faire ça, venez avec nous, nous vous garantissons. Cette même jeunesse, quand vous leur direz, vous devez vous battre vous-même, ils ne comprendront pas le message parce que le message sera brouillé. Et c'est contre ce message, ce genre de message que nous combattons, nous insurgeons. Premier élément. Deuxième élément, vous parlez du FNFI. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup de millions et beaucoup de milliards qui sont insufflés dans l'économie. Mais quel est l'impact réel de tout cela? Et moi, ça fait pendant longtemps que nous avons dit, les ressources du FNFI auraient pu être orientées autrement pour créer des pôles économiques, des pôles entrepreneuriaux. Regardez quel est le taux de survie des entreprises. Vous avez une idée, monsieur le journaliste? C'est très faible. Oui, quand on parle du Dune Business, j'avais dit une fois, on dit le Dune Business, en 2 jours, on peut créer une entreprise, on a tel taux de création. Mais quel est le taux de mortalité des entreprises togolaises, des jeunes entreprises togolaises? Quel est l'accompagnement fiscal qui est apporté à ces jeunes entreprises? Vous lancez une entreprise, à peine vous louez une pièce, demain il y a l'OTA qui arrive, vous devez payer les retenues sur le loyer et tout ça là. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a un manque à ce niveau-là. Je veux bien qu'on dise qu'il y a des programmes qui sont implémentés, qui sont élaborés, mais dans leur mise en œuvre, nous disons que ces programmes, après leur mise en œuvre, ne portent pas l'impact nécessaire. Vous avez les... Peut-être par faute de manque de suivi, peut-être? Par faute de manque de suivi, mais plutôt de gestion. Qui gouverne? C'est ça aussi la grosse question. Allez lire l'évaluation de la SCAP. C'est pour ça que pour moi les programmes, ça ne m'enchante pas trop. Et je me rappelle avoir fait un débat avec un cadre de la planification où je lui disais, la planification court-termiste n'a jamais sauvé un État. Et malheureusement, le pouvoir aujourd'hui, le régime unir aujourd'hui, est dans la planification court-termiste. On ne fait rien sur chaque 5 ans. Quand ils ont lancé le projet Vision 2030, tout le monde avait applaudi. Mais aujourd'hui, est-ce que les Togolais ont cette politique Vision 2030 que tout le monde peut s'approprier? C'est aussi ça la question. Comparativement au Rwanda, par exemple, en 2000, qui a lancé Rwanda 2020? Et aujourd'hui, Paul Kagame avec les Rwandais peuvent évaluer Rwanda 2020 qui a fait 20 ans d'expérience. Mais nous, en allant de quinquennat en quinquennat, en faisant nos programmes, nos planifications nationales sur des bases de 5 ans, c'est plutôt nous, puisque vous avez la gestion du pouvoir. Je crois que vous allez défendre le programme national de développement. Mais écoutez, le programme, on n'a même pas à le défendre. Sa pertinence est une évidence. Mais maintenant, quand il dit on instrumentalise la jeunesse, on leur dit venez avec moi, non. C'est plutôt ceux qui disent à la jeunesse, votez pour moi, je viens au pouvoir, demain c'est le paradis. C'est eux qui font que la jeunesse hésite à prendre son destin en main. Parce qu'on ne peut pas continuer à vouloir convaincre des jeunes Togolais, qui, je vous dis, sont très nombreux, que bon, il suffisait juste d'une baguette magique que le président change et le paradis arrive. C'est pas le discours de Hadi. C'est à peu près ça. Vous avez dit que nous,
C'est parce qu'on manipule ou bien on instrumentalise. On ne manipule pas, on n'instrumentalise pas parce qu'on est obligé de dire la vérité à la jeunesse. On leur dit et on les forme. On se dit que parler ne suffit pas. Il faut former les gens. C'est vrai, c'est un travail de long terme et de longue haleine. Maintenant, si vous dites que nous, on réfléchit à court terme, au contraire, nous reprochons à vous, les opposants en général, d'arriver avec un panier de promesses et faire croire aux gens qu'on peut en 2 ans, en 5 ans ou en 10 ans faire du Togo, ceci ou cela. C'est pas possible. Les promesses sont aussi larges parce qu'il y a assez de préoccupations au sein de la population. Quand on prend par exemple l'éducation, on prend également l'économie. On a l'impression que le panier de la ménagère n'est pas vraiment impacté. C'est pour ça que je parlais d'embellie macroéconomique. Et il faut se dire ceci, que quand on prend l'ensemble du pays, oui, c'est un travail de longue haleine parce qu'au départ, il n'y avait pas grand-chose. Au départ, il n'y avait pas grand-chose. On implémente et on avance, on vérifie. Quand il y en a des erreurs, on corrige et on améliore. Nous avons fait et nous faisons et nous améliorons. Le PND tiendra compte des problèmes de vision 2030. De la SCAP également. De la SCAP. On tiendra compte de tout ce qui n'avait pas marché pour améliorer ce que nous voulons entreprendre. En gros, le PND est un prolongement des précédents programmes. Et si je dis oui ou non, ce n'est pas sérieux parce que je ne suis pas l'économiste qui tient. Mais dans la logique politique, c'est une continuité qui vise toujours à améliorer. Oui, voilà. C'est pour ça que nous, nous sommes concrets dans nos réflexions et nous ne faisons pas des promesses fallacieuses parce que... On n'en fait pas nous aussi. Oui, mais nous, voilà. nous savons que ça fait longtemps que ça dure. Et puis, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que il faut que tous les acteurs se mettent dans la disposition de l'alternance. C'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas alternance ailleurs parce que les présidents échouent sur toute la ligne ou non. Il y a alternance parce qu'il y a des règles qui s'établissent et qui font de telle sorte que chaque entité politique puisse accepter le principe même de l'alternance. Maintenant, pour revenir aux questions de l'éducation, qui nous tiennent très à cœur, vous savez toutes les crises qui ont secoué le secteur éducatif. Quand vous avez parlé que vous êtes en train de prendre à cœur le problème de l'éducation, j'ai failli tiquer un peu parce que, vous savez, on n'a que 2 lycées scientifiques qui ont été construits. Et là aussi, c'est une erreur de planification court-termiste parce que vous avez des lycées scientifiques, donc qui forment un certain niveau d'excellence. Après le bac, où vont ces élèves des lycées scientifiques? Ils retournent dans nos universités, qui manquent pratiquement de tout. Vous vous rendez compte qu'en réalité, vous êtes dans une politique de tourner en rond parce que on crée des lycées scientifiques, on met leur niveau, leur norme à un certain niveau, au lieu de créer des structures de relais qui puissent accueillir ces compétences qui sortent de ces lycées scientifiques, ça ne suit pas. Donc quand ils sortent de ces lycées scientifiques, ils se retrouvent dans les universités qui ont tous les problèmes. Moi, je suis professeur à l'université, je suis à la planification, je sais de quoi je parle. Ils se retrouvent reversés dans les mêmes problèmes. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, c'est carrément la crème qui va porter l'innovation. Et vous savez, le développement se fait sur la base de l'innovation. Et donc, nous pensons qu'il faut sortir de ce carcan, créer vraiment une chaîne éducative professionnalisante depuis le secondaire jusqu'au supérieur. Vous parlez des écoles professionnelles. Malheureusement, la professionnalisation a du mal à prendre dans le pays, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une vision dans ce secteur-là. Il y a longtemps, je pense qu'il faut saluer en passant la création des écoles professionnelles entre-temps, mais en dehors de ces écoles professionnelles, après, il y a eu un vide. Tout un vide, et aujourd'hui, il faut saluer l'appui de certains programmes comme la GIZ, qui est revenu pour appuyer la redynamisation de la formation professionnelle. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un réel problème de vision. Et pour nous, nous disons que le candidat Aimé Gogué apporte cette vision qui va, si tous les Togolais adhèrent à cette vision,
porter une nouvelle dynamique. Nous ne disons pas que vous avez échoué sur toute la ligne, pas du tout. Mais nous disons que vous avez eu des succès, il y a des échecs, mais nous pensons que votre manière de faire a montré ses limites et nous voulons proposer une nouvelle manière de faire à la population togolaise. Je suis heureux que vous ayez par exemple cité la GIZ. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle répond à une vision de notre gouvernement, de notre président et de notre candidat, parce que c'est la coopération entre l'Allemagne et le Togo qui a accouché de ce programme de la GIZ, de la formation professionnelle. Ce n'est qu'un début et cette vision sera élargie. Parce que quand vous connaissez le système allemand, qu'on appelle le système dual, ou même des gens qui sont en train de travailler, sont en train de se former, que nous ayons l'idée d'introduire ce système au Togo, était un pas à saluer. On ne pouvait pas mettre GIZ dans tous les villages du Togo à moins de 5 ans ou à moins de 10 ans. Nous travaillons sur le long terme. Voilà, GIZ est là, elle va renforcer ses actions. Le gouvernement fera appel à d'autres partenaires s'il le faut, mais il faudra que sur le plan professionnel, la jeunesse togolaise soit vraiment bien formée, bien équipée pour être employable au Togo ou même hors du Togo. Oui, le gros problème, le gros problème de cet appui sur les partenaires, c'est est-ce que nous capitalisons ces expériences? C'est ça aussi l'une des difficultés de notre pays, parce que la GIZ, ce n'est pas la première fois que l'Allemagne est au Togo. L'Allemagne est au Togo depuis des années. Et si nous n'avons pas pu apprendre de l'existence de l'Allemagne avec la GTZ, vous savez qu'avant c'était la GTZ. Si nous n'avons pas pu apprendre depuis les années 80 des interventions de la GTZ, de l'AFD, de tous ces partenaires-là, et qu'aujourd'hui, il faut qu'après la reprise de la coopération, que ce soit encore les mêmes organisations qui reviennent nous réapprendre la place de la professionnalisation de l'éducation, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Ouais, vous faites bien de dire reprise de la coopération. Ah, bien sûr. Elle avait été interrompue. Ah, mais pourquoi? Ah, mais par vous. Non, pas du tout. Par ceux qui faisaient les capitales de bureau en bureau pour dire qu'il faut couper la coopération avec le Togo. Vous avez donné l'exemple du Rwanda. Aucun Rwandais n'irait en France, en Allemagne ou quelque part pour dire couper la coopération avec le Rwanda. Oui, le comportement des individus et des partis politiques aussi compte beaucoup. On ne peut pas tout mettre dans le panier du président de la République ou de son parti. C'est nous tous ensemble qui devions obtenir ça. Il y a des parts de responsabilité. Oui. Évidemment. Oui, il y a des parts de responsabilité. On ne nie pas nos responsabilités. Nous ne nions pas non plus. Nous disons, voilà. Il y a eu reprise de la coopération parce qu'elle a été coupée à un moment. Pourquoi elle a été coupée? Parce qu'il y a eu déficit de démocratie. Ça a été dit au moment où la coopération a été coupée. Vous pouvez juger qu'effectivement, il y a eu du lobbying de la part de certains acteurs politiques togolais. Je les ai vus faire. C'est que ce quoi vous êtes mal tombé, parce que moi, je les ai vus faire. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez vous appuyer sur ce lobbying-là, qui est aussi la part de responsabilité de l'opposition. Voilà. Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais cela est parti d'un déficit, parce que il y avait un déficit de démocratie. Je voudrais revenir pour dire que, au-delà du débat que nous menons, en parlant de la résilience sociale, c'est aussi amener le citoyen togolais à se prendre en charge. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile que les citoyens togolais se prennent en charge. Quand je dis se prennent en charge, je ne veux pas que Foro et son gouvernement, Foro Gnassingbé et son gouvernement distribuent de l'argent aux gens. Ça ne donnera absolument rien du tout. On n'en distribue même pas. Non, vous en distribuez. Ah non. Ah non, on le distribue. Peut-être que cette année, vous avez... À quelle occasion nous distribuons de l'argent? Lors des meetings. Je vais vous donner des exemples. Moi, j'assiste au meeting, on n'a jamais distribué de l'argent. Oui. Voilà. Peut-être que cette année, vous avez décidé en distribuer autrement. Bon, ça, c'est une avancée. Autrement. Si c'est le cas. Parce que nous savons ce qui se passe avec la distribution d'espace. Vous avez vu, dès que la campagne a voulu s'annoncer, nous avons vu des gadgets de toutes les couleurs. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un démenti à un moment, mais nous avons commencé par dénoncer certains gadgets. Écoutez, les gadgets, j'en porte ici, là, je les ai achetés. Voilà. Personne ne les donne cadeau. C'est très bien aujourd'hui, parce que moi... Je les ai achetés. Moi, en 2015... En 2015, oui. En 2019, en juin, quand je vendais mes t-shirts à Doufelgou, dans mon Doufelgou natal, des gens se promenaient avec des brouettes de t-shirts en distribuant. Et des gens se moquaient, des gens se moquaient de nous parce qu'on disait, c'est parce que Adi est pauvre qu'il vend ses gadgets. Je suis heureux de savoir qu'aujourd'hui, UNIR a compris aussi qu'il faut amener le citoyen
à se prendre en charge. Unir est le parti qui s'adapte le plus rapidement. C'est une très bonne chose. Ah oui, c'est un parti qui est sur le terrain, qui est proche des populations, qui sait ce qui se passe et qui s'adapte. C'est pour cela que nous allons vous amener à faire l'expérience de l'opposition et comme cela, vous allez vous inspirer. Alors, allez dans l'opposition. Attendez. Ah oui, bien sûr. Je veux parler de l'issue de l'élection du 22. Oui. Allez dans l'opposition. Nous sommes des citoyens togolais. Ça ne nous gêne pas. Il faut que cela aille par la voie normale. On va aux élections. Que le maire gagne. Mais nous ne voulons pas. Ce qui est triste, c'est que pour vous, dans vos têtes, vous êtes tellement verrouillés que si nous gagnons, ça vous pose problème. Non, pas du tout. Que le maire gagne. Que vous gagnez dans la clarté et la transparence. Moi, je suis parfétement d'accord. Clarté, transparence. Bien sûr. Vous pouvez expliquer un peu où la clarté et la transparence manquent? Je vais vous relever deux éléments. Oui. Premier élément, 2005. Vous savez ce qui s'est passé à l'élection de 2005? J'étais là. Alors, attention. Deuxième élément, 2010. Oui. Vous savez ce qui s'est passé avec le VSAT? Avec le VSAT. Oui. 2015. Je ne connais pas les détails, peut-être vous allez nous les donner. 2015. Oui. Vous savez aussi ce qui s'est passé avec tous les chiffres qui ont été proclamés avec des erreurs. Ou dans des préfectures, il y a eu même des résultats à plus de 100%. Donc quand vous avez ces éléments, vous avez les rapports, les différents rapports des observations des élections au Togo. Et selon vous, le processus électoral n'est pas transparent on veut bien qu'il soit transparent, c'est pour ça que nous interpellons à chaque fois l'organisation, le comité de suivi, nous allons à ces réunions et nous posons les réels problèmes que nous avons. Vous savez, est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de la campagne électorale, attention à ne pas quitter le cadre de notre débat, aujourd'hui, est-ce que vous avez des problèmes sur le terrain par rapport à la campagne électorale? Par rapport à la campagne électorale, je ne saurais le dire actuellement parce que nous avons commencé avec des rencontres de proximité parce que pour nous, il faut véritablement aller vers le citoyen. Mais nous avons vu circuler des messages où l'ANC devait tenir une réunion à Mango quelque part. Il semblerait que le chef de l'État, candidat à sa succession, aurait aussi un meeting à Mango et qu'on les empêcherait de faire le meeting. Ce que j'ai demandé à savoir, est-ce que c'est au même lieu? Si ce n'est pas au même lieu, pourquoi il y aurait un problème entre deux candidats qui vont tenir Écoutez, le modèle politique togolais avec l'opposition à la togolaise, c'est dénoncer. Le chef de l'État n'était pas à Mango quand le président de l'ANC y est allé. Donc, il faut toujours chercher la petite bête. On est allé, on rassemble à peine une quinzaine de jeunes. On dit, c'est les gens... Non. Et les autres endroits où ils sont allés, les gens sont sortis nombreux. Si tel était le cas, vous croyez que l'État, le chef de l'État sont partis, n'ont pas les moyens d'empêcher les gens là-bas de sortir? Non, on ne dit pas qu'ils ont empêché. Alors, donc si quelqu'un n'arrive pas à rameuter du monde... Alors, on voit plus ça. Il semblerait... Il semblerait, d'accord, mais il ne semble rien du tout. Alors on va quitter le terrain de la campagne électorale et parler des forces en présence en course d'ailleurs pour cette élection du 22 février, le scrutin. Et étant candidat à l'élection de 2015, pensez être aujourd'hui revenu un peu plus... il pourrait dire costaud qu'en 2015? Bien sûr, sinon on ne s'aventurait pas. Si on ne pensait pas faire mieux que 2015, on ne s'y aventurait pas. Je pense que nous avons un candidat qui est expérimenté, qui a de la compétence et qui est doublé et triplé d'une sagesse qui parle d'elle-même. C'est l'un des acteurs politiques le plus posé de la scène politique de notre pays, qui est constant dans sa position, dans son positionnement politique. Au point d'inquiéter le candidat bien sûr. Le candidat de l'ANC, Jean-Pierre Fabre. Bien sûr, pourquoi pas. Vous savez, au-delà de la complémentarité qui peut exister entre les candidatures de l'opposition, il y a quand même un certain crédit qui est en faveur du candidat professeur Aimé Gougué. Et vous pensez inquiéter également Agbeyomi Kodjo, le candidat de l'archevêque émérite Monseigneur pourquoi pas? Vous savez, Agbeyomi Kodjo était déclaré candidat du MPDD.
nous sommes candidats de l'ADI. Et pourquoi vous pensez que nous sommes inquiétés par sa candidature? Il a déjà participé à une élection présidentielle. Nous savons quel score il a récolté. C'est vrai, aujourd'hui, les gens disent, oui, c'est le candidat porté par Monseigneur, ça va faire. Mais j'ai écouté aussi des gens dire en même temps que quand une personnalité, qu'elle soit prélat, elle s'arroge le droit de désigner le candidat à la place des acteurs politiques et des entités politiques, c'est qu'il y a un réel problème. Nous, à Adi, nous sommes sereins et nous continuons le travail de terrain que nous n'avons jamais cessé. Et c'est au soir du 22 février qu'on verra les résultats. Oui, écoutez, monsieur l'ambassadeur, vous avez... Nous savons que c'est par un travail minutieux de terrain qu'on peut gagner les élections. Cela fait plus de 2-3 jours maintenant que notre candidat ne dort pas. Il brave l'harmattan, la poussière, les foules, et il fait sa campagne. Et quand nous allons finir de suer et nous allons gagner, les gens vont hurler « Ah, on nous a volé, on nous a fait ceci ». Parce que pendant que nous, on était en pleine brousse, eux, ils étaient dans des quartiers de Lomé. Et chacun, quand il réunit 2 ou 3 jeunes de son quartier, ils boivent une bonne bière, ils disent « Je gagne le 22 au soir ». Alors, tout le monde a... Je crois que les candidats ont le droit de commencer les campagnes. Oui. Non, on n'est pas contre, puisque nous aussi, on a commencé. Maintenant, et vous allez venir à Lomé également. Naturellement, et comment? Et vous avez parlé de forces en présence. Les forces en présence, c'est qui? Alors, il y a l'ADI qui est d'ailleurs assis face à moi. Oui. Mais l'ADI, c'était toujours comme ça, c'est un parti cool. C'est pourquoi il ne fait même pas... il ne fait pas de recettes. Mais de l'autre côté, vous voyez les extrémistes. C'est-à-dire qu'il faut toujours accuser, insulter, faire du tapage pour se faire voir. Et dans ce chapitre... Ce sont les partis les plus populaires. Les plus populaires entre griffes. Parce que quand vous insultez beaucoup, les gens viennent apprendre les injures. Mais ça ne veut pas dire qu'ils mettront votre bulletin dans l'urne. Attention, c'est ça là, le problème au Togo ici. Vous insultez les gens. Bon, moi, je suis un jeune du quartier, je suis frustré, je n'ai pas encore trouvé du travail. J'apprends que Agoumi vient insulter fort. Je vais l'écouter. Je crois qu'ils sont beaucoup plus populaires également, peut-être parce qu'ils évoquent l'alternance. Mais tout le monde veut l'alternance. Nous, à l'UNIR, c'est nous qui voulons l'alternance. Et le jour où il y aura l'alternance dans ce pays, elle viendra de nous. Parce que quand on a demandé aux gens d'aller à l'Assemblée nationale, travailler sur la réforme constitutionnelle pour instaurer l'alternance les 10 ans de choses non renouvelables, mais ils ont tous fui. Ils ne sont même pas allés aux élections législatives pour venir contribuer au travail. Nous l'avons fait tout seul et au lieu de nous remercier, on est en train de nous chanter alternance, alternance. C'est quoi? C'est une chanson? C'est un rythme à la mode. L'alternance viendra le jour où un opposant sera en mesure de gagner les élections. Et c'est ce qui va se faire cette année. D'accord, il est permis à tout le monde de rêver. Moi, non, écoutez, sûr, moi, le respect. Nous suivons la campagne de notre candidat président. Il nous dit, il insiste qu'il faut respecter l'autre. Oui, c'est le respect que nous avons pour l'autre m'empêche de dire que ces espoirs... quelqu'un qui dit, écoutez, vous vous levez à 6 heures, vous votez à 7 heures, à 12 heures, je vous amène la victoire. Ça veut dire que le type se dit qu'on fait le dépouillement avant 12 heures. C'est une utopie. Ça veut dire que la campagne à la Tartarin de Tarascon, tueur de Lyon, ça ne nous impressionne pas. Alors, les gens vont se retrouver avec un âne et le propriétaire de l'âne. Vous connaissez l'histoire de Tartarin de Tarascon. Alors, par rapport aux forces en présence, vous vous sentez inquiété par un candidat, peut-être Jean-Pierre Fabre ou encore Aguero? J'ai dit, nous respectons tous les candidats. Oui. Nous respectons leurs électeurs. Parce que quand nous gagnerons, nous dirigerons un Togo dans lequel ces candidats et leurs électeurs vivent. Et nous travaillerons aussi pour leur bien-être. Les routes qu'on a construites, on ne demande pas aux gens la carte du parti avant de passer. L'eau qu'on a amenée, on ne demande pas. L'électricité, on ne demande pas. Donc pour cela, ces candidats-là sont des citoyens togolais à part entière. Leurs électeurs sont des citoyens togolais. Nous les respectons. Mais si vous demandez maintenant les forces en présence, nous, on n'a pas de problème. Hein. En attendant, entre eux, ils sont en train de se tirer au canon 12-7. Les uns sur les autres. Nous, on attend, on ramasse les cadavres. Donc, ce n'est pas la peine de nous demander ce que nous faisons. Nous faisons la campagne. Nous voulons convaincre nos électeurs. Ceux qui même ne votent pas pour nous, nous voulons attirer leur attention pour leur dire... Cette discorde au sein de l'opposition, ça vous arrange? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de discorde au sein de l'opposition. Moi, je pense que... Monsieur Ouala... Non, attendez, j'ai dit que je développe mon raisonnement. Alors, il y en a qui auraient aimé que vous allez à ces élections... pas en rang dispersé. C'est quoi les rangs dispersés? Il y aurait peut-être eu une candidature unique. C'est vrai qu'on n'en est plus à là. Non, moi j'ai toujours dit, il faut arrêter
de réduire les Togolais en des gens non intelligents. Vous savez, des gens sont morts. Nous avons bradé le soleil, la pluie. Nous avons marché pour revendiquer des réformes, pour revendiquer une élection à 2 tours. Si une élection était à 1 tour, j'aurais pu comprendre qu'on dise aller en candidat unique. On a obtenu les scrutins à 2 tours. Et vous trouvez que le débat qu'il fallait poser en ce moment, c'était le débat de la candidature unique. C'est faire fausse route. J'ai évoqué les résultats de la Gambie. Adama Barrow a gagné tout simplement parce qu'il y avait un 3e larron qui a siphonné les voix de Yaya Jammeh. Et ça, les Togolais ne le perçoivent pas. C'est pour ça que pour moi, quand les gens disent les opposants se déchirent, je dis non, c'est un faux problème. L'opposition, l'ADI veut siphonner les voix de UNI. Si, pas seulement siphonner, en prendre énormément et pouvoir gagner au soir du 22 février. Écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Quand vous avez parlé, je vous ai laissé. Oui. Nous sommes en politique. Vous savez, si vous avez un adversaire politique, pour pouvoir le gagner, il y a 2 manières. La première manière, c'est de renforcer votre positionnement dans vos fiefs. Et la deuxième manière, c'est de lui prendre des voix. Et nous, à Adi, nous nous battons pour renforcer nos fiefs et prendre des voix à unir. Et sur la comptez sur la diaspora, puisque la diaspora pourra voter aux élections, à l'élection du 22 février. Quand vous regardez la part de la diaspora telle que le recensement a été fait, ça a limité véritablement l'implication de la diaspora. Vous savez que c'est quelques pays qui ont été retenus. Et ça fait autour de 300. C'est un autre débat. Moins de 300. C'est un autre débat. Moins de 500 électeurs de toute cette diaspora. Ça veut dire qu'en réalité, tout a été fait pour écarter la diaspora. Donc son impact sera négligeable selon vous. Et dire qu'on a fait pour écarter la diaspora, excusez-moi, c'est pas normal. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive? On n'a pas beaucoup de temps pour allez vous informer mieux à la CENI pour voir les dispositions qui ont été prises pour marcher et revendiquer le vote de la diaspora. On a vu des milliers de marcheurs à Berlin, à Paris, à Washington. Mais quand on leur a dit d'aller se recenser, ils ne sont pas allés. Donc vous n'allez quand même pas mettre... Il y a eu une clause. Mais attendez, vous voulez quoi? Quand on recense les Esquimaux, les Algonquins, les Incas, les Mayas, il faut prouver que tu es Togolais. C'est ça la condition. Il faut avoir la carte consulaire. Oui, mais... Vous croyez que quoi? Regardez les étrangers, les Français, les Américains sont ici. Attendez. Ils sont connus de leur ambassade. On sait où ils se trouvent. Quel était le délai? Vous savez, c'était la première. Quel était le délai? C'était la première. Il fallait venir à l'Assemblée pour poser la question. Voilà, vous n'êtes pas venu. Là, je suis... Et moi, je ne vous ai pas chassé de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on a fait une loi juste pour empêcher, parce qu'on savait que le délai qu'on donnait ne permettait pas aux Togolais de l'étranger de on n'aura pas eu assez de temps. Il a parlé de sympa, c'est parce que c'est 2 tours, on peut aller en rang dispersé, après on va se rattraper au 2e tour, et que... Mais, professeur, oui. Vous-même, c'est vous qui dites qu'on a fait 15 ans au pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Qu'on a notre base. Pour vous donner une chance de gagner, vous ne deviez pas même aller à candidat unique, c'est même un demi-candidat, pour qu'il n'y ait pas de dispersion. Pardon, pour qu'il n'y ait pas de dispersion. Comment voulez-vous que cette personne divisée vienne battre quelqu'un que vous dites qu'il est au pouvoir il y a 15 ans? Mais vous avez lu Horace? Non, je vous dis. Vous avez lu Horace? En exploitant. Vous vous êtes dispersé. Judicieusement les bassins électoraux que nous connaissons. Il n'y a pas de bassins électoraux. Il y a des bassins électoraux. À ces bassins électoraux de Lomé de l'océan Atlantique. C'est ce que nous verrons au 22. Aux portes du Sahel. C'est ce que nous verrons ça notre base électorale. Non, je n'ai pas fini mon idée. Alors, je disais donc que 6 personnes, vous divisez en 6 morceaux. Non, il n'y a pas de 6 morceaux. Et vous voulez battre le gros morceau. Il n'y a pas de 6 morceaux. Et moi, je vous dis merci, parce que on ne vous laissera même pas un 2e tour. Vous savez, si nous sillons au soleil là. Nous avons déjà écouté ce discours en 98, vous vous rappelez? Non, c'est aux électeurs de... Oui, nous sommes avec... C'est les électeurs qui crient un coup KO, c'est pas moi. Non, ils ne se sont pas encore prononcés. Ils ne se sont pas encore prononcés. Vous vous rappelez le contentieux de 98, vous vous rappelez? C'était le même débat. Où même le président Yadema avait dit tel que je vois, ce sera un coup KO. Et vous connaissez ce qui s'est passé comme résultat. Aujourd'hui, ce contentieux n'est pas encore vidé. Nous,
Nous ne vivons pas dans le passé. Le président Yadema a fait le mieux qu'il peut. Il a construit ce pays. Il a mis les bases du développement de ce pays. Il n'est plus. Nous rendons hommage à son travail. Nous sommes dans une autre logique aujourd'hui. Avec le président Faure, on n'est pas allé s'arrimer au bilan du président Yadema. Nous avons un nouveau bilan. On vous demande de nous juger sur ce bilan au lieu d'aller nous juger avec le bilan de 1967. Je dis seulement que je vous rappelle que cette affaire de Koukao, nous l'avons déjà écoutée et que nous connaissons la suite. Merci, c'est ce que je vous rappelle. Voilà. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Voilà d'être passé dans le monde ancêtre de ce samedi. Ok, c'était avec plaisir. C'était avec plaisir d'échanger avec mon aîné et mon adversaire politique, Sogoyou. Un message de 5 secondes pour vos militants, sympathisants et toute la population togolaise. Vous savez, ADI, c'est un parti qui porte un message, un projet novateur pour notre société. Faites confiance au candidat professeur Aimé Gogué et dans le 22, nous allons enclencher une nouvelle dynamique. À votre tour, monsieur l'ambassadeur. Alors, la mer est bleue. Oui. Le ciel est bleu. Le parti est bleu. Je ne vois l'avenir du Togo que dans le bleu, avec Faure et Sozina Nyasingwe. Merci à l'ambassadeur d'être passé dans le monde entier. Et merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.